Soyez bienvenus, c'est International. Vous êtes sur les antennes de TV5 Monde et de RFI, une émission que nous réalisons en collaboration avec le quotidien Le Monde. C'est d'un pays déchiré, divisé, dont nous allons parler aujourd'hui. Souvenez-vous, voici tout juste 15 ans, au lendemain des attentats du 11 septembre, les États-Unis lançaient l'une des plus grandes opérations militaires de tous les temps contre l'Afghanistan. Ce pays d'Asie centrale, où les talibans avaient pris le pouvoir quelques années plus tôt, est alors montré comme le bastion du terrorisme international, comme l'endroit où avait été préparé l'attentat du World Trade Center. 15 ans après, le pays est toujours divisé, les talibans en contrôlent toujours une partie, les attentats provoquent des centaines de morts et des milliers d'Afghans ont fui le pays. Dans quelques jours, peut-être un espoir de paix, puisqu'à Bruxelles, une conférence des donateurs va se réunir. Avant de vous présenter nos invités, je vous propose de revenir sur ce qui se passait voici tout juste 15 ans. Lorsqu'elle démarre en octobre 2001, l'opération Liberté immuable prend des allures de démonstration de force. Face au terrorisme islamiste qui a frappé l'Amérique un mois plus tôt, l'une des plus grandes alliances militaires de toute l'histoire se met en place. Près de 150 000 soldats de 48 nationalités différentes, dont 3 500 Français en tout, des contingents turcs et même allemands seront débarqués sur les terres hostiles de l'Afghanistan. Ben Laden est traqué aux quatre coins du pays. Les talibans du Mollah Omar se réfugient dans les montagnes de Tora Bora. Al-Qaïda avait pris la liberté en otage pour régner sur ce pays. C'est ici que les terroristes avaient planifié les attaques du 11 septembre 2001. Mais grâce à vous, les talibans ont été virés du pouvoir. Mais l'opération militaire de l'ISAF, que l'on pensait éclair, piétine face à la résistance acharnée des talibans. Et l'Afghanistan prend des allures de nouveau Vietnam. Les troupes de la coalition s'enlisent, alors que les attaques et attentats contre elles font de plus en plus de morts dans leurs rangs. En tout, 3 485 soldats de l'ISAF vont tomber. Le piège afghan se referme et le coût financier dépasse l'entendement. À eux seuls, les États-Unis vont dépenser 800 milliards d'euros. En 2012, les troupes de la coalition entament leur retrait. Le bilan de 13 ans d'opération militaire n'est pas vain. L'Afghanistan est désormais doté d'institutions démocratiques. Ben Laden a été tué le 2 mai 2011 au Pakistan. Mais les talibans ont refait surface et semblent n'attendre qu'une chose, le départ définitif des troupes de la coalition de l'ISAF pour reprendre le contrôle du fragile État afghan, un pays gangréné par la corruption et le trafic d'opium et ravagé par 40 ans de conflit. Nos invités. Chekeba Hachemi, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'ONG, d'une ONG notamment pour les femmes, Afghanistan Libre. Vous nous direz, vous êtes ancienne diplomate vous-même, vous avez été ambassadrice à Paris, vous avez choisi de démissionner à l'époque, et vous nous direz donc pour quelles raisons et l'espoir qu'on peut avoir sur ce pays. À vos côtés, Abdelellah Sediki, vous êtes ambassadeur de France, ambassadeur en France d'Afghanistan. Là aussi, un certain nombre de questions. La première, 15 ans après, est-ce que l'espoir est possible en Afghanistan ? Est-ce qu'une victoire est possible contre les talibans ? Merci de m'inviter. Le pays a beaucoup progressé sur le chemin de la paix et du développement. Avec le soutien de la communauté internationale, nous espérons apporter la paix et la stabilité. Qu'en pensez-vous, vous-même ? Je pense que nous sommes dans une situation catastrophique, que 15 ans après, la preuve de ma présence dans vos émissions, on revient avec les mêmes questions et les mêmes sujets. Heureusement qu'on a l'optimisme afghan, qu'on appelle, et qu'on croit en notre avenir, mais aujourd'hui nous sommes dans une situation catastrophique. Alors, beaucoup de questions. Sophie Malibaud, peut-être la première d'entre elles, compte tenu de ce que nous venons de voir. Monsieur l'ambassadeur, vous considérez que votre pays aujourd'hui est toujours en guerre ? C'est un pays en guerre. Nous sommes en conflit. Les talibans sont là. Daesh est présent. Nous avons la corruption. Nous avons le problème des drogues. Mais ce cocktail est présent comme dans toutes les autres situations où la drogue, la guerre et la corruption ont existé. Mais depuis, grâce à l'engagement et à la décision du pays, du gouvernement, qui ont pris leur destin en main. Le pays est défendu. Maintenant, nos forces de sécurité et de défense sont seules. Et de façon autonome, ils ont réussi la transition Vous dites qu'ils sont seuls, mais on sait également que les milliers de militaires américains qui sont encore sur le terrain permettent de contenir l'avancée des talibans.
Heureusement, le soutien de l'Occident est là, et ce qui montre qu'il y a encore des problèmes et que le point de non-retour n'est pas encore atteint. Il faut faire attention et ne pas laisser ce pays délaissé comme il y a 15 ans devenir un nid de terrorisme. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que pendant ces 14 années, finalement, ces forces internationales, OTAN et américains, n'aient pas réussi à mettre fin au conflit? On l'a entendu dans le sujet qui vient de passer. Il y avait quelques 800 milliards de dollars dépensés par les Américains sur le plan militaire uniquement. Je crois que l'armée afghane, elle en a reçu quelques 70 milliards. C'est disproportionné. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison ? Je voudrais aussi rappeler à cette occasion que le pays, pendant 40 ans de guerre et de conflit, a subi plus de 250 milliards de pertes. Alors que le monde avançait, le pays non seulement est resté figé, mais a subi cette somme comme perte. Donc, en contrepartie, les sommes cette manne financière qui a coulé pendant 10 ans, pendant plus de 15 ans, dans un pays exsangue, avec des institutions affaiblies, avec une capacité d'absorption assez limitée. Donc, je pense que toute proportion gardée, ce pays a encore besoin d'être soutenu militairement, ce qui a été le cas, heureusement, grâce au soutien à la décision de la conférence de Varsovie. Et la prochaine étape, le grand rendez-vous, c'est à Bruxelles, où la communauté internationale va donner son support côté politique et côté développement. Mais je voudrais vous demander, vous aussi, Chekeba Hachemi, puisque vous étiez la première femme diplomate dès 2001 en Afghanistan, à ce moment-là, vous aviez de grandes attentes, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de ces 14 années, ces 15 années écoulées et qui se soldent quand même par... Écoutez, moi, malheureusement, les 10 années de diplomatie ne m'ont pas donné beaucoup de langue de bois. Donc voilà, aujourd'hui, mon boulot à moi est de dire la vérité et la situation afghane. Moi, je suis à Paris et je suis régulièrement en Afghanistan parce que j'ai une ONG et des écoles dans les zones, dans les zones rurales d'Afghanistan. Donc je suis avec la réalité de mon pays qui dépasse les bureaux de beaucoup de ministres à Kaboul. Et il se trouve que, pour faire simple et pour que les téléspectateurs comprennent, on est arrivé en Afghanistan suite aux événements du 11 septembre 2001, parce qu'on s'est dit, pour combattre le terrorisme international, il faut aider les Afghans. Et je vous rappelle que le commandant Massoud, le héros national afghan, a été assassiné 2 jours avant, par des journalistes, faux journalistes, passeport belge venant de Molenbeek à Bruxelles. Et donc, si vous voulez, nous, on a été, tout d'un coup, le monde a compris qu'en fait, les Afghans étaient en train de faire le bouclier humain contre le terrorisme international. Donc, on n'est pas venu pour sauver les Afghans, on est venu parce que c'était un intérêt international et qu'il fallait sauver le monde. On nous a promis pendant 15 ans, et les conférences, moi je suis désolée, mais à chaque fois qu'on parle de conférences, je me rappelle, en 2002 j'en ai fait, en 2005 j'en ai fait, en 2010 j'en ai fait, jusqu'à ce que je quitte la diplomatie, j'ai fait que ça, des conférences, et à chaque fois on promet au peuple afghan que de son soutien face au terrorisme international et du fait que le peuple est le bouclier humain contre ce terrorisme international, on va aider ce pays à se développer économiquement. Et il n'y a pas eu l'aide. Et 15 ans plus tard, le bilan, moi ce que j'aimerais, c'est que vous posez les questions, vous journalistes, 15 ans plus tard, au pays, de cette communauté internationale, quelle est la stratégie de sortie de l'Afghanistan? Il y a plus l'OTAN, il y avait 100 000 soldats en Afghanistan, aujourd'hui il n'y en a plus qu'11 000 et ce sont des Américains. Quelle est la stratégie de sortie de l'ISAF et de l'OTAN en Afghanistan? On laisse ce pays dans quel état? Qui pose la question du bilan de ce qui s'est passé dans ce pays? Et même, y compris tout à l'heure, vous parlez d'argent dépensé par les Américains. Mais même ça, nous sommes en mesure de demander comment cet argent a été dépensé, parce que cet argent n'est pas en Afghanistan. Même la drogue dont on parle aujourd'hui, premier producteur mondial, l'Afghanistan, cet argent, les spécialistes de flux monétaires savent très bien que cet argent n'est pas en Afghanistan. Mais une question peut-être à l'un et à l'autre à propos de ça. Est-ce qu'aujourd'hui le monde ne regarde pas ailleurs? C'est-à-dire regarde la Syrie, regarde ce qui se passe dans des régions très déstabilisées. Est-ce qu'au fond, un pays qui traverse une crise pendant des décennies ne disparaît pas de l'attention internationale? Moi, je pense qu'après je laisse Monsieur Sédiki parler. Moi je pense que aujourd'hui
aujourd'hui, l'Afghanistan, malheureusement, nous sommes dans une culture de zapping. Il y a beaucoup de conflits partout. L'Afghanistan, ça fait quelques années, depuis 3-4 ans, l'Afghanistan ne fait plus partie de l'actualité. Mais qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, 15 ans après ce bilan et l'arrivée des talibans et de Daesh de l'autre côté, nous sommes obligés de voir que de la stabilité de la région dépend la stabilité de l'Afghanistan et de la stabilité d'Asie centrale dépend aussi de notre stabilité en Europe, surtout avec le sujet des migrations aujourd'hui. Donc on est obligé de prendre en considération le cas afghan, qui, je vous rappelle, n'est pas un cas afghano-afghan. Nous subissons une invasion étrangère. Monsieur l'ambassadeur Seddiqi, est-ce que vous pensez que cette conférence, ça va être une conférence de plus? Il y en a eu 11 depuis 2001. C'est une conférence de plus? Est-ce que vous avez le moindre attente vraiment concrète sur cette échéance de Bruxelles, je le rappelle, cette semaine? Nous attendons beaucoup de ce rendez-vous. C'est un point d'étape où désormais les Afghans rendent compte de ce qui s'est passé de leur côté, parce qu'il s'agit d'une responsabilisation mutuelle. Donc la communauté internationale de son côté, qui ont pris des engagements depuis les 2 rendez-vous passés, pareil, côté afghan, des progrès ont été obtenus. Mais par exemple, si on regarde le gouvernement tel qu'il est formé, l'exécutif tel qu'il est formé aujourd'hui, on a un président qui est Ashraf Ghani, qui a été élu président à la dernière échéance, mais il y avait beaucoup de contestations. Et notamment, celui qui contestait le plus l'issue de cette élection, c'était Abdullah Abdullah, qui maintenant est nommé chef de l'exécutif sans que son poste n'existe réellement. Il n'est pas dans une constitution. Ils avaient 2 ans pour mettre ça dans les textes et attribuer des rôles à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui a été fait ces 2 dernières années? Ils se neutralisent ou ils se complètent? Il s'agit d'une complémentarité. Pour la première fois, à côté d'une transition sécuritaire, les Afghans ont pris leur destin en main. Cette transition politique, c'est la première fois dans notre histoire où il y a eu transition pacifique du pouvoir. Mais il y a eu un arrangement. Maintenant, il faut attendre 5 ans, le terme du mandat présidentiel, et en attendant, comme il a été promis, que tout soit fait pour qu'une révision constitutionnelle aboutisse à prévoir ce poste qui sera peut-être un poste de Premier ministre dans le paysage institutionnel afghan. Pourquoi ça n'a pas été fait, puisqu'il y avait un délai de 2 ans? Qu'est-ce qui bloque au fond? Nous avons, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, nous sommes un pays toujours en conflit. Nous avons prévu d'organiser les élections, mais avant cela, il faut prévoir des prérequis comme la distribution de la carte nationale d'identité électronique pour empêcher tous les problèmes du passé. Pour avoir des listes électorales claires. Alors, il y a une autre difficulté, vous allez rencontrer les donateurs, vous espérez donc recevoir des sommes d'argent. Ce qui peut les dissuader, c'est qu'il y a un régime de corruption massive, on le sait bien. Personne ne peut nier la présence de la corruption. Avec beaucoup de fermeté, mais aussi avec beaucoup de modestie. Un pays où a régné tant de problèmes pendant 40 ans, avec cette manne financière, avec une capacité d'absorption. Mais ça, c'est la responsabilité du régime afghan, la corruption. Je pense que chacun doit prendre de sa responsabilité, assumer ses responsabilités. Côté afghan, tout a été fait. Depuis 2 ans, les 2 têtes de l'exécutif ont montré l'exemple, par cette exemplarité, que ce soit par la déclaration de leurs revenus, que ce soit par des nominations au pouvoir judiciaire. Il y a eu 600 juges qui ont été remplacés. Un quart des douaniers ont été licenciés. Il y a eu tous les juges au niveau des provinces ont été remplacés pour avoir des fonctionnaires avec autorité, avec intégrité. Cheikh Hachemi, vous qui faites du terrain, puisque vous vous rendez souvent en Afghanistan avec votre association Afghanistan Libre, est-ce que vous le constatez, ce recul de la corruption, ou le moindre signe que les autorités font quelque chose contre la corruption?
Non, parce que aujourd'hui, les Afghans sont mécontents en règle générale, sont mécontents de leur régime, sont mécontents de l'opposition qui a finalement accepté l'accord pour faire partie du gouvernement. Ceux qui soutenaient Dr Abdullah ne le soutiennent plus vraiment aujourd'hui parce qu'ils ont l'impression qu'il s'est vendu, entre guillemets, parce qu'il est dans son gouvernement. Et on le voit bien qu'il y a des accords, ne serait-ce que, par exemple, quand vous prenez aujourd'hui le cas des négociations avec les talibans. C'est les talibans qui ont arrêté de négocier puisque leur première condition a été le retrait total de l'armée, des Américains. Mais au sein du gouvernement, ils ne s'entendent pas. Le président Ashraf Ghani, sa politique, c'est de négocier avec les talibans, même si les talibans ne veulent pas négocier avec lui, lui, il veut. Enfin, ça, c'est son problème. L'exécutif, Abdullah et son entourage, qui ont été aux côtés de Massoud contre les talibans, ils sont contre la négociation, ou en tout cas pas dans ces termes-là. Donc il y a un désaccord déjà au régime, qui se ressent auprès du peuple. Il est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que Ashraf Ghani est Pashtun, tout simplement? Non, il est dû à ce qu'on mette Sarkozy et Hollande au même gouvernement et que c'est pas possible. Donc c'est voilà. Alors qu'il y a Sarkozy qui ça s'appelle un gouvernement d'union nationale. Quelquefois, ça permet de. En France, ça n'a pas vraiment marché. Donc imaginez avec un pays à 40 années de guerre et pas de structure étatique et pas vraiment de démocratie entre guillemets comme on l'entend ici. Non, c'est pas possible. Par contre, au niveau de la corruption purement et simplement, oui, bien sûr qu'elle est toujours présente de plus en plus. Et ne serait-ce qu'imaginer une chose, c'est que vous êtes dans ce pays, en Afghanistan, imaginez-vous l'un et l'autre, par exemple, d'être employé de n'importe quel ministère. En fait, vous savez très bien que vous êtes là de manière très très éphémère. C'est que demain, on peut vous décider. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'institution. Demain, on vous dit, c'est fini, tu pars. Même les ambassadeurs, le président, il a envie de rappeler quelqu'un, il le rappelle. Ouais. Est-ce que c'est la raison, monsieur l'ambassadeur, pour laquelle les talibans arrivent à grignoter du terrain de plus en plus? Ils contrôlent entre 10 et 30%, on peut le rappeler, du territoire. Hein. Oui, je voudrais rappeler une chose à Madame Hachimi. Nous avons des institutions démocratiques, la fonction publique est neutre, permanente. Nous avons bien sûr des postes à la discrétion du gouvernement, comme des ambassadeurs, comme des gouverneurs, mais rien ne justifie de se corrompre, qu'on soit membre du gouvernement dans la haute fonction publique ou simple fonctionnaire. Bien sûr. Nous comprenons le problème, le niveau de vie n'est pas comparable comme c'était il y a 15 ans, nous avons du progrès, mais ce n'est pas une excuse. D'accord. Donc vous condamnez cette corruption. La question qui était posée, donc les talibans contrôlent 10%, entre 10 et 30% du territoire, il faudra négocier avec eux, ou est-ce qu'il faudra une victoire militaire pour les éradiquer du pays? Le gouvernement afghan a recours à tous les moyens. La porte des négociations reste ouverte. Mais le gouvernement attend des ouvertures? Des ouvertures, mais des signes concrets. Des signes concrets. Il ne s'agit pas de quémander encore la paix dans la région. Pour quelle raison est-ce que les talibans accepteraient de négocier à partir du moment où ils sont aujourd'hui en position de force, en train de gagner du terrain? Les forces de sécurité et de défense afghanes tiennent le pays. Ils défendent le pays et sans le soutien de 100 000 hommes, comme ils étaient présents il y a il n'en reste que quelques milliers, autour de 8 000. Absolument. Donc, heureusement, le pays peut se défendre tout seul. De temps en temps, il y a l'appui aérien, parce que la force aérienne afghane n'est pas encore complètement constituée, équipée. De temps en temps, on a recours à l'appui américain, mais comme à Kunduz, dans le nord du pays. Dans le nord du pays, le pays a démontré que nous avons les capacités, le courage et la détermination à défendre tout seul notre pays. Donc on négocie et il y a la lutte armée en même temps. Absolument. Bien, ce que je vous propose, c'est de faire une pause sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, le temps de prendre connaissance de l'actualité, et on se retrouve pour ce gros plan sur l'Afghanistan, 15 ans après donc le début de l'opération militaire pour contrer le terrorisme.
Retour à International sur les antennes de TV5 Monde RFI, émission réalisée en collaboration avec le quotidien Le Monde. Aujourd'hui, gros plan sur l'Afghanistan, 15 ans après le début de cette grande opération militaire visant à contrer le terrorisme en Afghanistan. Nos invités, Shekeba Hachemi, fondatrice de l'ONG Afghanistan Libre, et l'ambassadeur d'Afghanistan en France, Abdelillah Siddiqui, avec donc Sophie Malibaud qui vous pose la première question. Oui, on parlait juste avant la pause des tentatives de négociation entre les autorités et les talibans. Mais les talibans mettent cette condition qui est le départ des troupes étrangères du sol afghan. Or, Obama d'ailleurs avait fait la promesse de mettre fin à cette intervention avant la fin de son mandat, ce qui ne sera pas le cas. Est-ce que ça ne compromet pas les négociations ? La porte des négociations reste ouverte à tous ceux qui acceptent l'ordre constitutionnel et d'abandonner la violence. La première des responsabilités de l'État est d'assurer la sécurité du pays. La négociation reste ouverte, mais il ne s'agit pas de compromettre la sécurité du pays pour laisser les talibans avancer sans précaution. Shekeba Hachemi, on peut négocier avec les talibans ? Non. Non, parce que d'abord, il y a quelque chose qui m'échappe. Moi, on ne me pose pas la question. Où sont les femmes, les grandes absentes de ces négociations ? Même en photo, on les voit très peu. Donc, que ce soit avec Gulbuddin Hekmatyar en ce moment, qui aurait le boucher de Kaboul qui a fait son retour, avec qui on a signé un accord, ou les négociations avec les talibans, les femmes restent les grandes abonnées absentes. Et c'est pas que le sujet. Encore faut-il que les autres veuillent négocier. C'est comme si une question qu'on se posait à nous-mêmes, en fait, constamment. En face, ils ne veulent pas négocier. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, moi j'ai perdu un de mon jeune directeur d'Afghanistan Libre à Kaboul, dans l'université de Kaboul, américaine de Kaboul, en plein centre, dans un attentat. Donc on a visé la jeunesse, l'espoir et la classe intellectuelle de ce pays. Donc en même temps qu'on parle de négociation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Vous y croyez, vous, en même temps quand vous parle de négociation, si vous étiez afghan et que de l'autre côté, vous dormez dans la même pièce, toute la famille, parce que vous avez peur de mourir séparément ? Est-ce qu'on peut gagner militairement contre les talibans ? Oui, si on avait une stratégie qui ressemblerait à celle de 2001 quand l'OTAN et l'ISAF avaient pris en considération que c'était un vrai ennemi qui consistait que c'était un ennemi international et qu'il fallait le combattre de manière internationale. Est-ce que l'élément nouveau aujourd'hui chez Shekeba, l'élément nouveau, est-ce que c'est pas aussi le fait que Daesh commence à arriver du côté afghan de la frontière et que notamment dans l'est du pays, est-ce que il y aurait pas une tentation de vouloir se rapprocher des talibans pour contrer Daesh ? Non, c'est que nous sommes pris comme ça au milieu entre les talibans d'un côté et le Daesh. Et ça, c'est la réalité du pays. Simplement, il y a une chose auquel il faudrait quand même repréciser, c'est qu'en 2001, quand Massoud était venu au Parlement européen, sa phrase, c'était « il fallait que l'Europe et les États-Unis fassent pression sur le Pakistan ». Le Pakistan étant le pays allié des talibans, où les talibans continuent à être formés dans ce pays. Les madrasas, il ne faut pas les toucher. Les écoles coraniques, il ne faut pas y toucher. Et les endroits où les talibans sont toujours en train d'être formés, à Islamabad, Quetta, partout, ça continue. Donc aujourd'hui, le problème du côté taliban, c'est le Pakistan. Tant que le Pakistan reste le grand allié des Américains et que les Américains ne font pas pression sur le Pakistan, c'est comme si on reculait le problème qui revient, on recule, il revient. Quoi, double jeu des Américains ? Le double jeu du Pakistan. Et les Américains, il y a une peur du Pakistan. Est-ce que c'est la bombe atomique ? On ne sait pas. En tout cas, le problème pour nous, c'est le Pakistan. Tant que le Pakistan, il n'y a pas de pression sur le Pakistan pour arrêter de soutenir ses alliés, les talibans, nous aurons toujours ce problème taliban de ce côté-là. Et malheureusement, Sophie, pour revenir à votre question, effectivement, de l'autre côté, par l'Ouzbékistan, le Daesh qui arrive en Afghanistan comme si on n'en avait pas fini avec une forme de terrorisme international. On est au milieu avec l'autre terrorisme international. Et là où je rejoins M. Siddiqui, c'est que en absence d'une structure étatique et 40 années de guerre qui laissent le pays dans une condition de guerre ininterrompue, nous sommes en fait la faiblesse contre tout le terrorisme international, d'un côté taliban et de l'autre côté Daesh. De quoi le pays a-t-il le plus besoin aujourd'hui ? D'un soutien financier, ce qui va se jouer la semaine prochaine à Bruxelles, ou d'un soutien militaire et diplomatique ? Je laisse parler, alors si c'est pour ce jeu. Voilà. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le soutien financier. Nous attendons encore de l'argent, on l'a eu beaucoup, tout le monde a promis, mais c'est pas ça la question aujourd'hui. C'est militairement, il faut reprendre
pour moi et pour ce que disent la plupart des Afghans, aujourd'hui, nous avons besoin d'être défendus. Nous n'avons pas une armée digne de ce nom. Nous n'avons pas une aviation. Ce que vous disiez, Shekeba Hashemi, tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, les relations avec le Pakistan, elles ne se sont pas améliorées depuis quelques années, et depuis que Ben Laden, notamment, a été supprimé par les Américains? Au Pakistan, oui. Supprimé au Pakistan, comme Mollah Omar, comme Mollah Mansour. Nous savons où ils sont. Les attaques qui ont causé beaucoup de victimes ont été, nous avons des preuves, étaient préparées de l'autre côté de la frontière. Ce qui a changé, heureusement, c'est qu'il y a une prise de conscience plus grande côté américain. Des points d'interrogation qui étaient là depuis quelque temps, maintenant se transforment en des propositions. Inscrire le Pakistan parmi la liste des pays sponsors du terrorisme. Ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Vous demandez cette inscription? L'Afghanistan demande cette inscription? Pakistan, pays terroriste? Nous demandons des preuves du contraire côté pakistanais. Et vous ne les avez pas? Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas les preuves. Les Pakistanais disent que les éléments de l'État islamique, en fait, ce sont des gens qu'ils ont pourchassés, en fait, et qu'ils ont essayé d'éliminer des zones tribales entre le Pakistan et l'Afghanistan, et qui se sont remis du côté de la frontière afghane. Une des causes du problème de sécurité dans la région est que, côté pakistanais, on continue de faire la distinction entre les bons terroristes et les mauvais. Ceux qui s'en prennent aux Pakistanais sont les mauvais, ils sont pourchassés, effectivement. Mais ceux qui ont dirigé leur canon vers l'Afghanistan, ce sont des bons. Alors qu'il n'y a pas de bons ou mauvais terroristes, ça va causer de grands problèmes pour la stabilité de la région. Et comme nous savons, les frontières de la paix, de la sécurité, des valeurs démocratiques en France comme dans l'Occident ailleurs ne sont pas ici. Et c'est pourquoi il y a eu 80 soldats tombés pour la France, pour leur patrie, mais aussi pour la défense de ses frontières en Afghanistan. Et l'Afghanistan a toujours été reconnaissant face à Actuellement, il y a une très sacrifices. forte tension entre l'Inde et le Pakistan. C'est au fond de nature à contenir les ambitions de ce Pakistan. Comment est-ce que vous regardez pratiquement ce conflit? Il y a des incidents militaires à la frontière entre les deux pays. Au Cachemire. Au Cachemire, oui. Encore une fois, nous voulons la paix, la stabilité, la sécurité pour la région. Et il faut que tout le monde sache que la sécurité d'un pays a un impact direct sur ses voisins. Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec nos voisins, les Indiens. Nous voulons exactement la même chose avec les Pakistanais. Mais vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous le dites. Malheureusement, nous attendons toujours des signes et des preuves de bonne volonté, de la sincérité côté pakistanais à pourchasser, à réprimer les terroristes. Et les Indiens vous ont attribué, je crois, 1 milliard de dollars d'aide à l'Afghanistan. Tout à fait. 1 milliard en une seule fois, c'était une grande contribution. Mais depuis des années, les Indiens sont aux côtés du gouvernement afghan, investir dans des projets d'infrastructure. Récemment, le président afghan avec le Premier ministre indien ont inauguré un barrage hydroélectrique, Band-e Salman, qui donne beaucoup d'espoir pour l'avenir du pays. Shekeba Hashemi, vous parliez tout à l'heure des femmes qui font donc les frais de ces possibles négociations avec les talibans. Quelle est leur situation aujourd'hui dans le pays en matière de scolarisation, disons d'accès aux lieux de pouvoir? Écoutez, c'est vrai que si on voit le verre moitié vide ou moitié plein, et qu'on compare par rapport à l'époque des talibans, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées pour les femmes en Afghanistan, mais est-ce qu'on doit comparer ce qui n'est pas comparable? Mais aujourd'hui, la situation des femmes afghanes dépend de la situation des Afghans en général. C'est pas moi, avec mon côté affect, qui vous donne ces données, c'est les Nations Unies qui nous classent parmi la situation la pire dans le monde pour les femmes, c'est l'Afghanistan aujourd'hui, avec les chiffres de mortalité les plus élevés pour l'accouchement, les chiffres de mortalité
mortalité infantile les plus élevées. Et au niveau de l'éducation, comme en Afghanistan, nous n'avons toujours pas de statistiques parce que les chiffres, on les donne un peu comme on veut. On sait que c'est un des taux les plus élevés d'analphabétisme chez les femmes dans le monde. Et à cela se rajoutent les négociations avec les plus radicaux. Et moi, je sais très bien, pour avoir été dans ce gouvernement, qu'à chaque fois qu'il y a des négociations avec les factions les plus radicales, telles que par exemple les islamistes, etc., à chaque fois, ce sont les sujets femmes qu'on essaye de sacrifier et qui sont sacrifiés. Est-ce que ça a servi à quelque chose, par exemple, qu'il y ait un quota, par exemple, de femmes au Parlement? Bien sûr. Quand même un quart. Bien sûr, bien sûr que les quotas, bien sûr, la discrimination positive, ça sert dans les pays post-conflictuels. On est obligé de passer par là, sinon on n'aurait jamais eu autant de femmes, 27% de femmes au Parlement, nous l'aurons jamais eu en Afghanistan. Vous ne dites pas, comme certains, que c'est l'Occident qui a voulu imposer son mode de démocratie et qu'en fait... Non, parce que cette phrase-là, en fait, on le sort quand ça nous arrange. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que cet Occident qui donne de l'aide humanitaire au développement mette le point sur la table en disant où sont les femmes autour de la table, où sont vos femmes selon vos modèles politiques religieuses, mais où sont ces femmes. Donc moi, je n'appelle pas ça de l'ingérence, parce que cette phrase, on la sort un peu comme on veut. Moi, j'aimerais qu'on prenne ça en considération, parce qu'il y a des valeurs universelles, qui sont le droit à la santé basique et le droit à l'éducation basique en dehors de toute considération religieuse, et que les donneurs et les bailleurs peuvent très bien dire où sont ces absentes-là pour ces valeurs universelles. Monsieur l'ambassadeur, les femmes afghanes font les frais de possibles négociations avec ces factions-là ? Pas du tout, pas du tout. Tout d'abord, je voudrais rappeler que dans l'équipe des négociateurs, dans l'institution qui mène les négociations, en charge des négociations, le Haut Conseil pour la paix, il y a des femmes négociateurs. Le numéro 2 dans cette institution est une femme. Il n'y a jamais eu autant de femmes au poste de responsabilité au pays que dans ce gouvernement d'union nationale. Nous avons 3 ministres, nous avons 9 vice-ministres, nous avons des gouverneurs. La situation s'améliore. Elle s'améliore ? Non, parce que je vais vous donner un petit exemple. Quand en 2005, le premier parlement afghan a été mis en place, nous avons eu 27% de femmes. C'était formidable. Le monde entier a sorti ce chiffre en disant c'est même mieux que la Suisse, etc. Moi, j'étais là-bas et j'ai fait venir une parlementaire belge pour venir former ces femmes. Et ces femmes ne savaient même pas ce que c'était qu'une commission, ne savaient même pas ce que c'était que d'être ensemble et par exemple, de faire le réseau ensemble. Et pendant toutes ces années, il y a des lois contre les femmes qui sont passées dans ce même parlement, alors qu'il y a 27% de femmes. Notamment une loi, vous avez suivi il y a quelques années dans les négociations avec les plus radicaux, le président Karzai avait accepté tout ce qui était, par exemple, le problème de polygamie, de Batsafa. Enfin, il y avait beaucoup voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Et c'était dans ce même parlement où il y avait 27% de femmes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, bien évidemment, que nous avons même une femme gouverneure, c'est formidable. Habiba Sorabi, c'était la première femme gouverneure de l'Afghanistan. J'ai travaillé avec elle. Femme diplomate voilà. afghane vous-même. Mais si on ne donne pas les moyens, si on est là et qu'en fait notre parole ne sert à rien. Habiba Sorabi était la première femme gouverneure de Bamiyan. Aujourd'hui, quel est le problème en Afghanistan? On n'a toujours pas d'électricité à Bamiyan. On lui avait jamais donné les moyens de construire sa province, comme si on disait voilà, elle est à la tête de cette province, mais en fait, elle ne sert à rien. Donc moi, je pars du concret. J'ai des exemples de mon entourage et je ne parle pas globalement. Et dans le concret, la situation des femmes est catastrophique. Aujourd'hui, les prisons où les femmes sont emprisonnées en attente d'un jugement, alors qu'elles sont enceintes, en attente de savoir si effectivement elle a été violée ou pas, alors qu'elle va accoucher dans cette même prison suite à des viols. Dans les provinces les plus reculées, les femmes sont vendues comme des vaches, comme des veaux sur le marché. Les petites filles, les jetées d'acide, les femmes assassinées. Moi-même, j'ai 3 journalistes assassinés en 10 ans dans le journal Rose et on ne sait toujours pas leur cas où on en sont. On dit que ce sont les crimes passionnels. Donc moi, je parle des cas concrets et non, concrètement pour les femmes, la situation s'est empirée. La situation donc, des femmes en 2016. Sophie Malibaud. Cette situation sécuritaire désastreuse pour les femmes, mais aussi pour les enfants qui sont censés aller à l'école, qui parfois ne peuvent pas y aller, etc. Elle jette les Afghans sur les routes de l'exil. Ils sont plus de 200 000. En 2015, ça a été vraiment un chiffre record et ça continue d'augmenter, le nombre des Afghans qui ne peuvent pas rester au pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça, pour les retenir? Comment faire pour leur donner des emplois, par exemple? Est-ce que l'État afghan se soucie de cette question? Absolument. Comme pour le problème de sécurité ou de la drogue, il faut
attaquer les racines du mal, les causes du problème. Le président afghan a dit clairement qu'il ne s'apitoyait pas sur le sort de ceux qui laissaient leur pays chercher un avenir meilleur ailleurs, alors que la situation s'améliore et que le pays a besoin d'eux. Il y a effectivement eu des créations d'emplois dans un premier temps de façon temporaire, mais pour compenser le départ des forces internationales et le soutien financier qui accompagnait la présence internationale. Donc le pays, modestement, fait des progrès et, encore une fois, tant que les problèmes, les causes ne sont pas adressées, ne sont pas résolus, ce problème peut persister, mais heureusement la communauté internationale nous aide à prendre en compte ces raisons. Ça veut dire que l'Afghanistan serait prêt à répondre favorablement aux pressions européennes qui demandent quelque chose qui va dans le sens d'un accord de réadmission de ceux qui viennent chercher refuge ici ? Les décisions sont basées dans le cadre des accords. En France, nous avons depuis 2012 un accord avec le gouvernement français. Tant qu'il y a des problèmes de sécurité, il n'y a pas de retour forcé, premièrement. Deuxièmement, les retours volontaires, il y en a de plus en plus, parce qu'il n'y a pas eu de persécution. Nous n'avons pas de demande d'ordre d'asile politique. Il s'agit de l'asile humanitaire. Depuis la guerre. Absolument. Et il n'y a pas d'asile politique. Alors, peut-être pour qu'on comprenne bien pour nos auditeurs et téléspectateurs, nous ne cherchons pas à vous opposer sur ce plateau. Vous avez, vous ne l'êtes pas, mais vous avez des avis divergents. Je rappelle que vous avez été numéro 2 de l'ambassade d'Afghanistan à Paris, où aujourd'hui vous êtes l'ambassadeur. Il y a forcément une liberté de ton. Moi, j'ai démissionné pour avoir cette liberté. Oui. Donc, il vaut moins que cette démission me donne cette liberté de parole de la réalité du pays. Exactement. Alors, on peut vous poser cette question. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que la situation s'améliore et que les réfugiés peuvent retourner aujourd'hui Écoutez, moi je suis maman, je suis aujourd'hui en Afghanistan avec une petite fille. J'ai qu'une envie, si on me donne les moyens, c'est de partir de ce pays. Parce que j'ai pas les moyens d'élever mon enfant comme il faut, je n'ai pas les moyens de la soigner. Moi-même, je risque de mourir si je mets un autre enfant au monde, donc je n'ai qu'une envie. Et puis, en envoyant mon enfant à l'école, je ne sais pas si elle va sauter dans cette rue ou dans cette rue, parce qu'il y a des kamikazes tous les jours. Il y a même dans Kaboul, qui devrait être la vitrine de la reconstruction et de la réussite de la présence internationale, et aujourd'hui est catastrophique. On a eu 16 attaques, quelques-unes déjouées certes, mais dans le cœur même, devant le ministère de la Défense, il y a une attaque qui dure des heures et des heures. C'est pas une heure, c'est pas un kamikaze, c'est des attaques qui durent des heures dans le centre de Kaboul devant le ministère de la Défense. Donc moi je suis là, j'habite à côté du ministère de la Défense, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de partir. Je vois aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on voit qu'il y a un avenir meilleur ailleurs. Vous savez, les gens qui partent, ce sont pas des... Chaque histoire est une histoire atroce. Chaque personne perd un enfant sur la route, 2 enfants, un mari, pour arriver dans un pays. Donc ce ne sont pas juste des déplacements de ça. Voilà, on ne vient pas parce qu'on cherche une situation économique, on vient parce qu'on ne peut plus vivre dans un pays en guerre, en Afghanistan. Monsieur l'ambassadeur, vous ne parlez pas du même pays, vous ne vivez pas dans le même pays que ce que l'on vient d'entendre avec Madame Hachemi. Nous vivons tous les deux à Paris, donc déjà, ça Oui, nous... vous ne parlez pas, je veux dire par là. Ça fait seulement 6 mois que je suis à Paris. Mais vous n'avez pas la même vision vous, justement, de l'Afghanistan. est-ce que, venant de Kaboul, vous avez l'impression que le pays, aujourd'hui, peut réaccueillir 80 000 personnes d'un coup ? Qu'il y aurait du travail pour ces 80 000 personnes ? Pas d'un coup. Progressivement, en même temps que de faire progresser l'économie, les institutions et la sécurité, bien sûr, le pays a besoin de ces forces vives. Et Madame Hachemi elle-même a fait le choix de rentrer, d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays. Les Afghans, ils savent très bien qu'ils ne trouveront pas de l'emploi ou une vie meilleure en Occident. Bien sûr, ceux qui fuient l'insécurité, humainement, tout le monde les comprend, et c'est pourquoi la France les accueille, et pour la plupart, ils obtiennent, quand ils demandent l'asile, ce statut. Pour l'instant, ils ne sont pas très nombreux, ils sont quelques 3500 Afghans en France.
Une des premières choses que j'ai faites en tant qu'ambassadeur, c'était de rendre visite aux ressortissants afghans à Calais. C'était pour à la fois leur faire passer le message du gouvernement, de les convaincre de rentrer au lieu de s'acharner à tout prix à traverser la frontière et à la Grande-Bretagne. Aller à la Grande-Bretagne. Mais en même temps, c'était de leur faire passer le message côté français, de les convaincre de demander l'asile si c'est ce qu'ils cherchent. Car le problème, c'est qu'en fait, ils ne souhaitent pas rester sur le sol français. Ils veulent partir en Angleterre parce que la situation est plus facile là-bas et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations non plus à Calais pour leur dire de rester en France. Il n'y a pas les structures qu'il faut. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, le journal Le Guardian anglais a sorti les informations que pendant les négociations de la semaine prochaine, pendant la conférence de Bruxelles, l'Europe compte bien mettre sur le tapis les 80 000 Afghans qui doivent retourner si l'Afghanistan demande une aide. Donc si on en devient à des échanges comme ça, monétaire face à des destins comme ça, je pense que ça aussi c'est de notre devoir de leur rappeler que c'est pas normal que dans une conférence sur l'avenir d'un pays et son développement, on puisse apporter un sujet qui est si vous acceptez à nouveau les 80 000 Afghans, on vous aidera, sinon non. Donc voilà, il y a aussi des choses un peu aberrantes et je trouve qu'il est de notre devoir de dire que tout n'est pas lisse, tout n'est pas calme dans ce pays et que notre cas est considéré vraiment à la va-vite par la communauté internationale et que toutes ces conférences, moi j'aimerais compter sur l'ancien collègue, M. Sediki, que quelqu'un puisse dire déjà à cette conférence, avant même d'avoir des engagements pour le futur, est-ce qu'on peut rendre des comptes des engagements déjà faits? Par exemple, la France, en 2012, nous avons signé un accord d'engagement sur 5 ans. On en est où de cet accord bilatéral Monsieur l'ambassadeur, justement, vous êtes en contact donc avec les autorités françaises. L'accord se poursuit. Qu'est-ce qui a été fait? Voit la première partie du programme quinquennal s'achever. À partir de l'année prochaine, il va y avoir un programme de 5 ans, parce que ce traité d'amitié a été signé pour 20 ans. La France tient son rang quand il s'agit de continuer d'apporter sa contribution pour la formation des forces de sécurité, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, la culture. Il y a eu des actions concrètes ces 3 dernières années ? Absolument, absolument. La formation des vice-gouverneurs, qui était une grande contribution à la formation de la haute fonction publique afghane, c'est très bien passé dans d'autres domaines. Alors, on le disait, il y a 15 ans, début de cette opération militaire contre le terrorisme après les attentats du World Trade Center, et il y a 20 ans, prise du pouvoir par les talibans à Kaboul. Est-ce qu'il est inimaginable, est-ce que vous redoutez l'un et l'autre que ce scénario puisse se renouveler? On voit que peu de choses, au fond, se sont produites depuis 15 ans dans l'avancée de l'Afghanistan. Est-ce que ce scénario du pire est envisageable, que les talibans reprennent une plus grande partie du contrôle du pays? Madame Hachemi. Je pense que non, parce que j'espère que non, et que voilà, parce que ce serait de dire qu'il faut assassiner le pays dans sa globalité. Les talibans et l'empreinte qu'ils ont laissée dans ce pays, les 6 années de régime taliban, ça a laissé tellement d'impact psychologique, physique, et ce qu'on voit aujourd'hui aussi là où ils arrivent par la frontière pakistanaise, que c'est pas possible que ce pays retombe entre les mains de ces barbares. Et j'espère aussi qu'aujourd'hui, l'Afghanistan étant dans un moment charnière de son histoire, que la communauté internationale prend ses engagements au sérieux et qu'on va pas laisser ce pays sombrer, parce que je vous rappelle encore une fois, de la stabilité de l'Afghanistan dépend la stabilité d'Asie centrale et dépend la stabilité de l'Europe. Aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation, l'Afghanistan n'est pas très loin, c'est juste là, à nos frontières, à nos portes. Absolument. Vous, monsieur l'ambassadeur, vous partagez ce fragile espoir que la situation ne se dégradera pas, qu'elle ne reviendra pas à ce qui s'est passé il y a 20 ans? Tout à fait, je suis d'accord avec Madame Hachemi. Nous ne retomberons pas aussi bas. Les Afghans s'assument, ils prennent leur destin en main. Les forces de sécurité, bravement, ils défendent le pays et la communauté internationale nous aide. Et nous attendons, bien sûr, évidemment, ce rendez-vous de Bruxelles. Qui aura lieu donc cette semaine à Bruxelles. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI et de TV5 Monde pour International, en liaison toujours avec le quotidien Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine avec Sophie Malibaud pour un autre numéro d'International. Bonne suite de programme sur nos antennes respectives. Merci.